Ici Maryse Mauger, bienvenue à Reflet d'ici, édition du 20 novembre. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. La revue de presse avec notre collaborateur Marc Baird. Comprendre sa structure, et c'est pas une mince affaire parce que il y a beaucoup de recherches à faire. Là, juste pour faire une petite chronique comme ça de 10 minutes, c'est plusieurs soirées d'essayer de fouiller, puis l'information n'est pas facile à trouver. Une entrevue avec Raymond Bachand, candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Si M. Bourassa revenait aujourd'hui, il ne ferait pas le même programme politique qu'en 1985. M. Charest, au début des années 2000, a fait un programme pour la décennie des années 2000. Moi, je regarde 2020, 2025, où le Québec doit-il aller? Et la capsule divertissement. Un bateau étranger arrivé au port et qu'on soupçonnait d'une maladie, on le mettait en quarantaine en mettant un drapeau jaune pour dire aux gens de ne pas approcher pendant 40 jours. Bienvenue, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, allons rejoindre Marc Baird, collaborateur pour la revue de presse. Nous sommes rendus à la portion revue d'actualité en compagnie de notre collaborateur, M. Marc Baird. Bonjour Marc. Bonjour Marie. Bienvenue au studio. Merci. Alors cette semaine, tu nous amènes une chronique concernant l'objectivité journalistique. Alors un bien grand mot. Oui. Alors c'est une chronique qui est apparue dans le Transgaspésien du 7 novembre dernier, c'est ça? Oui, alors effectivement, je me base un peu d'une chronique qui a été faite par Dominique Fortier dans le Transgaspésien. Lui ne traite pas, bon, il soulève l'objectivité, mais je vais le résumer un peu pour les gens qui ne l'ont pas lu. En fait, de plus en plus, apparemment, il lit des commentaires sur les réseaux sociaux, comme quoi on accuse de plus en plus Québécois de convergence, de manque d'objectivité. Donc, le fait qu'on accuse un empire complet de désinformer les gens est une insulte profonde aux journalistes. Ça, c'est sa réponse à ces gens-là. Okay. Qui font effectivement un travail méticuleux, rigoureux et pas toujours facile. Oui, c'est vrai. Et donc, je trouvais cet article vraiment intéressant parce que ça soulève un sujet qui n'est pas une mince affaire. On pourrait en parler pendant des heures sur l'objectivité, le manque d'impartialité, tout ça. Et de comprendre pourquoi il y a de plus en plus de jeunes, et j'ai l'impression que c'est un peu notre génération aussi, qui doutent un peu plus. Et puis c'est un peu ça qui soulève aussi. OK. Donc, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'objectivité journalistique. C'est quoi l'objectivité, Marc? C'est ça. En fait, moi, on a une petite capsule de 30 secondes, je pense. C'est le journaliste, c'est ça, Akram Belkaïd, qui est un journaliste algérien qui encapsule bien la définition. Donc, on l'écoute. On va aller regarder ça. C'est très difficile d'être objectif, surtout quand on est concerné. Mais si je prends le cas libyen, par exemple, 95% des journalistes arabes, par exemple, qui ont couvert ce qui s'est passé en Libye, étaient contre le régime. Mais quand on est journaliste, on est obligé d'aller poser des questions au régime. On n'est pas simplement obligé de rester à côté des rebelles et de considérer qu'on prend parti et que donc tout ce que peut raconter le régime de Kadhafi est un mensonge. C'est ça l'objectivité. L'objectivité, c'est d'accepter de donner la parole et de prendre en compte les arguments des gens vis-à-vis desquels on n'a pas forcément de la sympathie. Et ça, c'est vraiment fondamental dans le métier de journaliste. Donc, est-ce que ça te donne un peu plus d'informations, cette petite définition? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'idée, tu vas voir que tout au long de cette chronique, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre une nouvelle et puis d'essayer d'en avoir le plus possible pour essayer d'en tirer un avis plus objectif. Voilà. Et donc, si je reviens toujours à la chronique de Dominique, en fait, le fait de reprocher, effectivement, c'est d'éviter de mettre tout le monde dans le même bain. Okay. Les journalistes ici de nos journaux locaux font un travail quand même assez... ils vont rapporter l'information le plus objectivement possible, effectivement. Mais de comparer ça à ce que fait Québécois, c'est un peu comparer David contre Goliath. Parce qu'il y a une réalité telle qu'on ne peut pas vraiment mettre de côté, c'est que les médias aujourd'hui, comme Québécois Médias, qui sont des grosses industries, quand même des entreprises qui génèrent quand même des millions de dollars et donnent une ressource qui n'est pas négligeable, et comme la publicité. Pour ceux qui véhiculent un peu dans le journal local, effectivement, on voit qu'il y a majoritairement de la publicité. Vous allez sur Internet, dès que vous allez écouter un reportage, avant vous avez une, voire deux publicités. Vous avez donc la publicité est omniprésente et c'est une ressource de financement qui n'est pas négligeable. Et donc, vu que c'est un peu votre ressource de financement, déjà, on baisse au niveau d'un cran dans l'objectivité. Alors, je vais donner un exemple pour bien comprendre un peu. Il y a l'ONF qui a sorti un documentaire sur
Coca-Cola, au niveau, en Amérique du Sud, l'implication de cette marque de boissons gazeuses dans des conflits politiques et même dans des meurtres directs politiques pour pouvoir instaurer sa politique. Okay. Et donc, lorsque ce documentaire est sorti, peut-être plusieurs chaînes de télévision avaient le choix aussi d'apporter cette vision-là. Une vision qui n'est pas toujours facile à accepter, mais effectivement, il y a des réalités dans des multinationales qui se passent à l'étranger comme ça. Si Coca-Cola, cette boisson-là est un... Je vais essayer de ne pas citer le nom parce que je ne vais pas jouer un peu le... Bon, regarde. vous donne plusieurs millions de dollars par année pour passer des capsules de 20 à 30 secondes. Mal placé pour... Alors là, ce n'est pas forcément un manque d'objectivité, mais on ne va pas forcément rapporter toutes les informations concernant un sujet X, Y, concernant ces... C'est pour ça que c'est un sujet, on se rend compte qu'on s'éloigne beaucoup du local. Okay. Pour s'approcher vraiment de pouvoir répondre si un média est objectif ou pas, il faut s'en aller vers les nouvelles qui sont beaucoup plus nationales et internationales. Okay. Et pour ça, j'ai une image, au fait, qu'on peut passer en ondes pendant que je vous parle. On voit bien, ça c'est un exemple des médias, de certains médias français. Je n'ai pas trouvé encore de tableau similaire pour les médias au Québec. Okay. Mais je vais essayer de fouiller un peu plus. Mais là, ça nous donne un peu une idée d'un fonctionnement. Vous avez à droite, vous voyez Le Monde, L'Express, Le Figaro, TF1, qui est comme une chaîne comme Radio-Canada. Ce sont les principaux médias. Et au milieu, comme Lagardère, Groupe d'Assaut, tout ça, ce sont qui possèdent ces médias-là. Comme nous aussi, ça pourrait être, comme tu disais tout à l'heure, on remplace Lagardère par Québecor ou quelque chose comme ça. Québecor. Ça pourrait ressembler à ça, ou Radio-Canada ou... Non, parce que Radio-Canada ou Québecor ferait partie de la liste des médias. Donc, c'est de savoir qui sont les principaux actionnaires, qui possèdent ces compagnies-là. Et comme ici, on voit, la plupart de ces, à part le groupe Rothschild, qui sont des banques, ce sont tous des compagnies qui investissent dans l'armement, qui eux-mêmes investissent donc dans des conflits, qui vendent des armes dans des pays qui sont engagés dans des conflits. Donc l'information qui va être rapportée par ces médias-là, qu'on le veuille ou pas, il va y avoir forcément une tournure. Voilà, une tournure où tout simplement on ne rapportera pas la totalité de l'information. Et comme l'a cité le journaliste algérien, la vraie objectivité, c'est de rapporter autant ceux qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas, pour donner un écho favorable. L'heure juste ou le bon point de vue. C'est une nouvelle tendance, ça? On remarque ça quand même assez beaucoup, là. Depuis que les médias, à une époque, c'était public. Puis il y a beaucoup de chaînes qui ont été vendues, privatisées, et puis beaucoup d'entreprises possèdent des chaînes. Donc forcément, vous avez des intérêts à protéger. Même Dominique le soulève, il dit on ne peut pas reprocher Québecor de faire la promotion de ses artistes, parce qu'eux ont investi aussi là-dedans. Donc ça, c'est normal aussi. Mais là où ça devient moins normal, c'est le type d'information qu'on va fournir pour aiguiller la pensée. Et comme malheureusement, ce sont des médias de masse, ce qu'on appelle de masse, ce sont ceux qui sont le plus écoutés aussi, ça va donner souvent une couleur à l'information qui va, sans vraiment, dans l'inconscient des gens, leur donner une opinion. Et donc, effectivement, quand on lit la chronique de Dominique, on se dit, c'est vrai, le journaliste local, il fait bien son travail, effectivement, mais c'est de savoir quel est donc son boss, son patron, quelle cause il sert. Et ça, c'est intéressant, ça serait de savoir que les gens se renseignent pour connaître plus votre média, il est encouragé, ou qui sont les principaux actionnaires, ou qui possède même votre média, que vous écoutez le plus souvent, et ça vous donnerait un peu... et un bon exemple, en fait, ça serait d'aller regarder, pour ceux qui ont Internet, bien sûr, Internet, ça peut être à double tranchant, on peut trouver de tout, d'apprendre et à laisser, mais quand vous allez voir des médias, des journaux indépendants, des vrais journaux indépendants, c'est-à-dire qui ne vivent d'aucune publicité, la plupart du temps de dons, et qui n'ont aucun parti pris pour des groupes politiques, vous allez voir que la couleur de l'information est très très différente. Et on va retrouver plus, d'ailleurs c'est souvent plus intéressant à lire parce qu'on se dit tiens ça c'est du journalisme. On a vraiment un écho, on voit les deux parties et on peut se faire une opinion plus objective. Est-ce que ça a tendance à revenir là, suite à Dominique qui fait une chronique dans le journal? Est-ce que on a tendance à dénoncer ce genre de journalisme? Lui dans son cas il dénonce les gens qui viendrait à critiquer Québecor. Et je comprends aussi, il protège son employeur. mais ça, je comprends, mais je voulais justement ne pas jouer le jeu de tout le monde mettre tout le monde dans le même bain. Effectivement, il y a des gens qui se posent des questions. Critiquer Québecor n'est pas forcément critiquer Dominique Fortier ou les journalistes qui font leur travail. C'est de faire une critique objective aussi, le plus possible, de la machine médiatique
comprendre sa structure. Et c'est pas une mince affaire parce que il y a beaucoup de recherches à faire. Là, juste pour faire une petite chronique comme ça de 10 minutes, c'est plusieurs soirées d'essayer de fouiller, puis l'information n'est pas facile à trouver. C'est même se dire qui possède Québecor. C'est déjà très dur qui investit dans ces compagnies-là. Oui, il n'y a pas juste un, il y en a plusieurs. Oh oui. Puis ça a reflété beaucoup quand selon l'image qu'on peut peut-être retourner, remettre en onde, où on voit que la plupart des groupes qui sont des groupes qui possèdent l'armement en France. La colonne du milieu, oui. Oui, puis c'était des politiques qui ont beaucoup encouragé, par exemple, le parti de Sarkozy à l'époque où c'était lui qui était président. Donc eux ont investi beaucoup d'argent pour ce bonhomme-là. Donc les médias qu'on voit à droite ont beaucoup plus donné une tendance de droite que de gauche pour aiguiller la pensée. Mais alors, ça, c'est une machine normale. On pousse les gens à penser vers... C'est ça, l'argent mène le monde quand même. C'est un peu ça. En résumé, là, ça mène le monde, ça mène l'information. Alors on veut mettre des informations dans la tête des gens. On veut que les gens pensent effectivement en masse. Et puis... Mais il faut que les gens soient conscients, effectivement, qu'on le veuille ou pas. Moi, je pense que l'objectivité il y a une thèse qui a été faite par l'Université Laval dans le groupe, je crois que c'était cyberjournalisme, qui ont fait tout un article, une thèse vraiment très intéressante sur l'objectivité et l'impartialité du journalisme. Et ils disent aujourd'hui, effectivement, ils concluent un peu avec ça, comme quoi l'objectivité, c'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible dans le cas, je parle des médias qu'on écoute à l'ordinaire, pour toutes sortes de raisons. Je citais la publicité tout à l'heure, mais il y a énormément d'autres raisons en arrière de tout ça. Et moi, j'aimerais vous montrer une petite capsule de Christophe Deloire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le directeur de Reporters sans frontières. Et en plus de ça, il a un centre en France, une école. Il est directeur d'une école où il forme des journalistes. Et il nous donne un peu, il va peut-être répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça? Et pourquoi ils pensent comme ça? Donc on va l'écouter. Christophe Deloire, bonjour. Bonjour. Souvent, le public a le sentiment que les journalistes pensent tous pareil, et surtout qu'ils ne pensent pas comme une grosse partie de la population. C'est un faux procès, un mauvais procès? Il y a une partie faux procès, il y a un vrai procès. Le faux procès, c'est que de plus en plus, avec une dilution de toute autorité, y compris l'autorité du type qui allait voir sur place et qui dit « moi voilà ce que j'ai vu », et ce type-là il est de plus en plus contesté, « non moi je ne suis pas allé voir sur place mais je sais que », ça provoque des procès qui sont des faux procès contre les journalistes. Ensuite il y a des vrais procès. Et le vrai procès, c'est que quoi que pensent les journalistes à titre individuel, ils ont tendance à être mus par l'obsession, mais ça c'est une effet mécanique de système, de dire un peu la même chose que les autres, de ne pas aller plus loin que ce que permet la doxa générale. Et la peur du « qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis que ?» Et ça provoque un rétrécissement journalistique, un rétrécissement politique, du pluralisme, un rétrécissement national, alors que les gens ont besoin, ils reconnaissent une légitimité au journaliste, c'est de leur apporter des faits. D'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Ça veut dire que les pires des censeurs, ce sont les journalistes eux-mêmes? C'est pas les pires des censeurs, il y a d'autres censeurs. Et dans une démocratie comme la nôtre, il y a beaucoup, sur l'information elle-même, il y a beaucoup d'agents, d'acteurs, et notamment des communicants qui ont plus de pouvoir, plus de moyens, qui sont plus nombreux que les journalistes. Mais le rôle des journalistes, leur fonction sociale, c'est de résister à cette communication générale, d'aller dire le réel, et d'aller dire le réel le plus largement possible. Et qu'en France, il y a une tradition, par exemple, qui privilégie le commentaire plutôt que d'aller rapporter du réel original. Il y a trop souvent une obsession des rédacteurs en chef qui est « ah mince, on n'a pas dit ce que les autres ont dit », plutôt que de se dire « c'est formidable, on a dit autre chose que les autres », qui fait que ça provoque que les journalistes ne rapportent qu'une partie du réel, sont gênés sur certaines parties, ont l'impression que certaines choses ne se disent pas. Et ça, c'est une mécanique un peu infernale qui coupe le grand public des journalistes. Et c'est j'allais dire abominable, mais du point de vue démocratique, c'est vraiment regrettable. Ça pose un problème majeur, et il faut absolument que les journalistes, et pas simplement pour leur intérêt qui est de vivre du journalisme, retrouvent la confiance des lecteurs. Et ça passera par le fait de retrouver cette obsession d'aller raconter des choses à des gens qu'on ne prend pas pour moins intelligents que soi, qui ont largement autant de lucidité, mais simplement de faire ce pour quoi on est utile, c'est-à-dire
d'enquêter toute la journée, d'aller voir sur place et de surprendre et de dire, voilà, de rapporter du réel. Et là, les gens seront prêts à payer, que ce soit, quelle que soit la forme, sont prêts à avoir envie de journalisme. Parce qu'ils n'auront plus l'impression que les journalistes sont là pour ou leur disent voilà ce que vous devez penser, voilà ce que vous ne devez pas penser, voilà le bien, voilà le mal. Christophe Deloire. Alors oui, c'est plus clair et c'est vraiment une tendance, on le sent. Oui, puis moi j'encouragerais pour conclure un peu les gens dont je pense qu'il ne faut pas, comme je disais tout à l'heure, mettre tout le monde dans le même bateau. Ouais. C'est les gens qui viendraient à critiquer ces méga entreprises-là. Ce n'est pas forcément négatif, puis c'est bon de se poser des questions. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas prendre uniquement une source. Donc on encourage. Il faut se faire notre propre idée, oui. Ben voilà. Ouais. Et puis pour ça, on n'a pas le choix. Ben, je peux comprendre, manque de temps, manque de ci, de ça. On allume notre télé, c'est plus facile, on reçoit l'information et on s'en fait une opinion. Ouais. On ne peut pas dire comme d'habitude, on dit ils l'ont dit dans les journaux ou ça a été dit à la télé. Là, il faut quand même utiliser notre jugement et aller décortiquer, voir si l'information est pertinente ou pas. Effectivement. C'est un travail. Ouais. Le journaliste est censé faire un travail objectif. Malheureusement, il y a plus de doutes envers le journaliste et les gens, peut-être c'est ça qui a amené des médias plus indépendants à se développer beaucoup sur Internet et à ce que les gens se retournent vers ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre qui se cache derrière le financement de nos médias pour pouvoir avoir aussi, et puis aller chercher ailleurs. Choisir aussi une autre information. Alors j'espère que les gens vont rester à TVCGR malgré tout ça. Hein? Ben oui, mais moi j'aime bien l'avantage, j'ai parcouru différentes télés communautaires et je trouve qu'on est soumis réellement à aucune pression. Oui, c'est vrai. On n'a pas de... Non. Déjà, c'est pour l'instant une difficulté de ne pas pouvoir diffuser de publicité. Bien qu'on peut avoir des commanditaires. De prestige, oui. Voilà, ça s'est déjà vécu au fait. À Gaspé, ça a été très critiqué que Petrolia soit le commanditaire de prestige de l'information, de l'émission d'information. Okay. Ce qui faisait que techniquement, bon, est-ce que si on faisait une critique réelle envers Petrolia, est-ce qu'ils auraient retiré leur investissement? C'est toutes des questions intéressantes à se poser. Ils ont quand même essayé de prendre du terrain quand même sur nos réseaux d'information. Mais bon, ça reste intéressant. On parlait la semaine dernière, je voyais dans l'émission des nouvelles des vaccins. Oui. Et donc aussi, ça c'est intéressant de se poser la question. Voilà, on a eu une information des médecins d'ici. Oui. Ça c'est intéressant que les gens, pour se donner vraiment de se dire, bon, si je veux aller me vacciner, je veux vraiment avoir un regard plus objectif, c'est d'aller encore élargir son niveau de sa recherche là-dessus, sur le sujet, parce que ce sont des sujets il y a énormément de sujets comme ça qui sont controversés, oui, beaucoup. Où dès qu'on peut aller fouiller un peu, c'est très vite critiqué. La fausse information. Voilà, aussi. Il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'il faut que les gens continuent à poser des questions. Oui. Et puis, parce que tu parles des vaccins, j'ai une histoire à raconter. J'étais contre un certain vaccin qui disait qu'il donnait peut-être le spectre de l'autisme, parce que mon fils en est atteint. Et puis, j'ai découvert avec le temps que c'est un médecin qui a créé lui-même son propre vaccin et qui a fait un film de ne pas se faire vacciner. Alors, lui, il encourageait les gens à se diriger vers son propre vaccin. Alors, il a comme dénigré, fait des peurs aux gens qu'un vaccin donnait l'autisme, et finalement, c'était pour s'encourager à lui-même. Alors, ça va vraiment loin, je pense, l'objectivité. Hein. Oh, oui. Et pourtant, souvent, quand c'est cité par des médecins, des politiques, des journalistes on y croit. On y croit et c'est un peu on a trop, je pense, délaissé notre forme de pensée à ça. Mais bon, c'est bien, c'est intéressant quand on se pose des questions. C'est intéressant cette semaine, on va pouvoir se questionner, aller chercher en profondeur et s'informer davantage, aller voir nos sources. Effectivement. Alors, tu te référais au Transgaspésien du 7 novembre dernier. Oui. Pour cette chronique sur l'objectivité journalistique. Oui, et est-ce que je peux terminer avec en fait, je change de sujet. En ce moment, il y a beaucoup d'activités qui se passent en Maganie, à Mingan, sur la côte nord. C'est vrai. Et je voulais justement, c'est un bel exemple, à date où on enregistre, les médias n'en ont pas vraiment parlé. Donc, et je pense que j'ai fouillé un peu... Tu parles de la Romaine, des barrages, puis tout voilà, ça. Voilà, il y a en ce moment un barrage qui a, depuis 3 jours, qui a recommencé, parce que ça avait déjà eu lieu il y a quelques temps, puis ça recommence, parce que c'est un chantier qui a démarré depuis 3 ans. Et il y a un site, j'ai reçu un lien d'un ami qui est journaliste, justement, qui m'a dit d'aller voir. J'aimerais si on pourra l'écrire, c'est supramedia.ca, et pour aller avoir un regard plus objectif aussi de la situation qui se passe. Il y a une équipe de tournage qui est là-bas depuis 4 jours et qui filme, qui fait des petits clips de 15 à 20 minutes.
et qui fait des entrevues avec les gens sur place, les autochtones qui revendiquent, les gens aussi qui vivent à Havre-Saint-Pierre, tous les entrepreneurs qui croyaient beaucoup en ce projet et qui revendiquent un peu de pourquoi ils sont en train de faire un blocus en ce moment. Donc ça va, parce que c'est sûr que quand nos médias vont aller sur place, ils vont en parler pendant peut-être 5 minutes. Puis je comprends aussi, ils ont un temps donné pour les nouvelles. Donc là, quand on parle, on n'a pas trop parlé du temps aussi, mais ça réduit beaucoup l'objectivité et d'essayer de résumer le plus possible. Donc passer du temps à aller voir les capsules journalières de ce site supramédia.ca nous donnera une idée vraiment intéressante de la réalité des gens, de ce qui se passe dans leur tête et pourquoi ils sont un peu écœurés de la situation là-bas. Voilà. Merci beaucoup de ta recherche. Ah bah de rien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir Marie. Nous sommes maintenant rendus à la portion entrevue de cette semaine. Alors, Mirko a rencontré M. Raymond Bachand, qui est candidat à la direction du Parti libéral du Québec. M. Bachand était en tournée de 3 jours en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, alors pour rencontrer les militants libéraux et la population locale, bien sûr. Alors, voici l'entretien avec Mirko. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine à l'émission, nous recevons en studio M. Raymond Bachand, candidat à la direction du Parti libéral du Québec et ancien ministre des Finances sous le règne de M. Jean Charest, ancien premier ministre du Québec. Alors, bonsoir, M. Bachand. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Alors, M. Bachand, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va parler un peu de vous en tant qu'homme. M. Bachand, si vous devenez chef du Parti libéral du Québec, est-ce qu'on doit s'attendre à un parti libéral renouvelé ou on doit tout simplement s'attendre à une continuité du travail déjà accompli par le gouvernement Charest? Renouvelé. Puis, c'est pas une critique sur le passé, mais si M. Bourassa revenait aujourd'hui, il ferait pas le même programme politique qu'en 1985. M. Charest, au début des années 2000, a fait un programme pour la décennie des années 2000. Moi, je regarde 2020, 2025. Où le Québec doit-il aller? Et pour ça, il faut renouveler ses idées. Le Parti libéral doit profiter de cette période-là pour écouter. Moi, j'écoute les militants, j'écoute ceux qui étaient libéraux, mais j'essaie d'écouter tous les Québécois. Je pense que c'est un parti qui peut être aussi plus nationaliste, qui peut aller, parce que 32% du vote, il y a beaucoup de libéraux qui disent c'est bon. Mais c'est bon, mais c'est pas bon. Tu peux pas gouverner sans avoir l'aspiration, au moins, d'aller chercher 40-45% du vote des Québécois. Il faut que tu poses la question pourquoi tu n'es pas allé le chercher. Il y a toutes sortes de raisons de passer. Il y a l'usure du pouvoir, mais quand on regarde l'avenir, il faut rejoindre tous les Québécois puis bâtir le Québec. Puis moi, les défis du Québec de demain, c'est un défi planétaire. On est 8 millions. On a tous les talents pour gagner sur la planète Terre. Puis dans chacune de nos entreprises, que ce soit manufacturière, que ce soit de pêche, que ce soit de service, de gagner sur la planète. Il faut se mettre ensemble, il faut s'entraider, il faut mettre notre argent qu'on a pour aider ces entrepreneurs-là à se développer. Puis les entrepreneurs peuvent être communautaires, peuvent être coopératifs, mais aussi entrepreneurs capitalistes, ça en prend. Et on est capable de gagner. On le sait, actuellement, dans l'actualité, on entend beaucoup parler de la commission Charbonneau et il y a une perte de confiance qui s'est développée avec le temps pour la classe politique, tant municipale, provinciale que nationale. Vous, M. Bachand, de quelle façon vous pensez être capable de redonner confiance aux Québécois? Moi, j'ai aucune tolérance pour la corruption. Puis je peux vous dire que dans la semaine qui va suivre mon élection, au parti, s'il y a des gens au parti qui ont fait des choses pas correctes, ils ne seront plus là. Ceci étant, il y a des milliers de membres de partis politiques, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui contribuent de Québec solidaire à la CAQ, au Parti québécois, etc., qui sont des gens honnêtes, qui croient à la cause politique. Alors, il ne faut pas non plus condamner tout le monde. Tu sais, les policiers de la Sûreté du Québec, c'est des gens exceptionnels. Puis c'est quoi, il y a 2 semaines, là, dans leur escouade jeunesse, il y a un policier qui a été pris pour matériel pornographique, etc. Il y a des bandits partout. Hein? Dans toute la société, il y a des bandits partout. Il faut les sortir de chaque endroit où ils sont. Peut-être reviser, moi, quand on était avec M. Lévesque, là, il a fait sa loi de financement des partis politiques, sorti compagnie de là, 3 000 $, on pensait que c'était un bon niveau, on l'a baissé à 1 000 $ ensemble, unanimement, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut le baisser un peu? Mais il faut laisser une place aussi pour la contribution des citoyens, parce qu'il faut permettre aux nouveaux candidats d'émerger.
Donc, l'intégrité est une valeur très importante. L'intégrité est fondamentale. Maintenant, on va parler un peu plus de la Gaspésie. Vous êtes en visite en Gaspésie. Et naturellement, on sait, les ressources naturelles, pour la majorité des régions, on va y aller particulièrement pour Gaspésie, les îles de la Madeleine, ça a toujours été très important, un peu la colonne vertébrale de notre développement économique. J'aimerais avoir votre vision. Je vais brosser 3 thèmes rapidement, autant au niveau du bois, des pêches, que ce qui est un peu moins populaire, mais qui semble vouloir se développer, la fameuse industrie pétrolière. Sur ces 3 sujets-là, quelle est votre vision? Oui, puis je ferais quand même, c'est la colonne vertébrale, mais il y a d'autres colonnes vertébrales qu'on développe en Gaspésie. Pas l'éolienne, pour les parcs éoliennes, mais le 30 de retombées, puis toute l'industrialisation des usines sur l'éolienne, c'est majeur. Le tourisme, c'est une colonne vertébrale. Moi, j'ai fait la stratégie des croisières. Le premier ministre du tourisme qui est allé chercher de l'argent pour des infrastructures, ça amène des milliers de personnes. La rénovation hôtelière, notre stratégie touristique avec Nicole Ménard, c'est aussi un pôle majeur. La forêt, évidemment, à cause du marché américain, la forêt souffre partout au Québec. Il faut aider les coopératives, il faut aider à spécialiser. Ce qu'on a fait, puis ce que je continuerai à faire, c'est leur donner une vision long terme. Dans le budget, je donner une vision de 5 ans pour la sylviculture, pour permettre à ces gens-là, pas de se dire au 15 avril, j'ai combien d'argent pour cet été, de savoir d'avance, d'être capable de planifier les travaux, puis après ça, comment on peut avoir des produits plus modernes et plus porteur. Puis avant le pétrole, vous aviez votre deuxième, je me souviens plus. En ce qui concerne les pêches, naturellement. Les pêches, ben oui. Les pêches, c'est un secteur, puis quand je vois ce qui se passe, puis dans la spécialisation des usines de pêche qui sont capables de prendre, tu sais, ce matin, on me montrait une usine là, qui fait 8 fois les tonnages de homard que ce qui est capturé localement. Ça, c'est une des choses qu'il faut faire. Comment on est capable de bâtir une industrie de long terme, puis en reconnaissant que c'est une main-d'œuvre saisonnière. On peut peut-être allonger la saison, mais c'est pas vrai que tu devrais demander à tes travailleurs, une fois qu'ils ont arrêté de fileter le poisson ou décortiquer le homard, que ça allait travailler en Beauce. Puis qu'est-ce qui va arriver l'année après? Tu as besoin de rouvrir ton usine, tu vas aller chercher des gens du Costa Rica. La fameuse réalité de la réforme de l'assurance. À un moment donné, c'est un problème urbain, là, ce que le gouvernement fédéral fait, mais qui n'est pas adapté à la réalité régionale. Est-ce que vous pensez qu'avec une mobilisation au niveau provincial, on pourrait faire reculer le gouvernement sur cette incompréhension des réalités régionales? Moi, je pense qu'il y a moyen de faire adapter le programme. Parce que ça le fait mot peur, recul, c'est pas un mot qu'il faut utiliser parce qu'ils ne reculeront pas, on connaît leur orgueil, mais d'adapter localement, particulièrement pour le travail saisonnier dans des régions où c'est la nature même. Je comprends que c'était à Toronto, puis tu perds ta job d'essayer de dire « va en trouver un autre ». C'est peut-être une politique. Rapidement sur le pétrole. Le pétrole, à partir du moment où... Puis développement, tout en ayant une vision de développement durable, bien sûr. À partir du moment où tu es capable, parce qu'on ne parle pas de pétrole de schiste, on parle du pétrole terrestre ici, où tu es capable de l'exploiter de façon sécuritaire. Prenons ça pour acquis. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Il faut le développer. Il faut qu'il y ait des retombées locales. Mais pas n'importe comment. Il faut d'abord que tu aies, évidemment, si Gaspé ou les environs, là, ça leur coûte plus cher pour les routes et puis tout ça, puis il faut compenser pour ça. Puis une partie des redevances peut peut-être être faite ici. Puis le pétrole à haute mer, je sais que les pêcheurs, on a peur, mais avec raison. Par ailleurs, Old Harry, Terre-Neuve va le faire. Peut-être. Supposons qu'ils ont leurs autorisations. Alors, on est pris avec le même problème. On est aussi bien de le faire avec eux, de regarder les meilleures pratiques qui existent en Norvège et en mer du Nord, parce qu'ils en font, puis les autres, ils protègent leur industrie de pêche aussi. Puis peut-être réinvestir une partie des profits pétroliers pour l'industrie de la pêche. Maintenant, parlons un peu de la réalité de ce que ça peut être de vivre en région, et tant aussi au niveau des jeunes, simplement essayer avoir votre vision sur le fait que lorsqu'on est jeune et qu'on vit en région et qu'on va avoir accès aux études supérieures, c'est toujours un défi en soi et c'est pas toujours facile. Est-ce que vous réalisez bien qu'est-ce que c'est vivre en région en tant que peut-être futur chef du Parti libéral du Québec? Hier, puis j'insiste sur hier, je suis arrêté au cégep à Carleton, pour rencontrer des jeunes, rencontrer la direction, etc. Effectivement, ça a des problèmes particuliers, surtout qu'après ça, quand tu veux te spécialiser. Puis, comme on spécialise nos campus, il y a aussi des gens d'ailleurs qui viennent de la région pour les manques de logement, de logement étudiant ou de logement particulier. Mais encore là, ce qu'il faut, puis ce que j'aime, moi, c'est parce que vous avez 3 campus, mais dans une seule institution, il faut les spécialiser parce que là, tu peux mettre des meilleures ressources, tu as des meilleurs profs, tu fais des liens avec tes centres de recherche. Et là, tu deviens un pôle d'attraction qui garde le jeune en région parce qu'il y a une qualité, puis il y a des carrières en bout de piste.
Puis par ailleurs, il y en a qui vont aller à Sherbrooke ou à Laval, etc., parce qu'il y a des domaines, évidemment, qu'on ne retrouvera pas partout, parce que vous êtes juste 100 000 en Gaspésie, à un moment donné, tu ne peux pas avoir tous les domaines. Mais moi, c'est pour ça que ce que j'amène dans cette course au leadership, c'est quand même... Moi, j'ai une expérience différente. C'est bien compliqué une course au leadership. Tu n'es pas censé critiquer tes collègues. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont fins, ils vont te tirer d'or à pile ou face, là, mais... Moi, j'ai fait 25 ans dans le milieu de l'entreprise. J'étais chez Métro Richelieu, que j'ai développé à travers le Québec, au Fonds de solidarité, que j'ai développé à travers le Québec aussi. On passait de 100 à 400 millions par année d'investissement, créé le Fonds régional ici, partout à travers le Québec. Beaucoup dans le communautaire. Alors, j'ai une expérience pas juste politique. Puis les gens me connaissent comme ministre des Finances, mais ils ne me connaissent pas comme l'autre Raymond Bachin. D'après vous, ce serait quoi votre plus grande qualité en tant qu'homme politique? Moi, je suis capable de rassembler les gens. J'ai travaillé à la fois chez Métro Richelieu dans des entreprises, mais j'ai travaillé aussi au Fonds de solidarité de la FTQ, donc les syndicats, les groupes communautaires avec lesquels j'ai travaillé à Montréal. Donc cette expérience de vie, plus 4 ministères économiques importants, plus une expérience internationale, parce que comme ministre de l'Industrie, Commerce ou Finances, je me suis promené dans toutes les capitales, j'ai fait des missions économiques, des missions financières. Alors, c'est ce mélange d'expérience, au fond, qui fait que je pense qu'ensemble, je suis un passionné du développement. Moi, je pense qu'ensemble, on est capable de gagner. Je ne peux pas profiter, on m'a dit de me dépêcher à terminer l'entrevue, mais je ne peux pas ne pas profiter du privilège que j'ai de vous rencontrer aujourd'hui pour voir si vous êtes toujours aussi conscient des réalités que vivent les différentes télévisions communautaires du Québec. Et je vais terminer là-dessus. On ne panique pas dans la régie. Donc, en ce qui concerne les télévisions communautaires... C'est nous autres qui décidons du temps, c'est pas les autres. Donc, on va pouvoir y aller là-dessus. Donc, en ce qui concerne les télévisions communautaires, vous aviez déjà promis dans votre dernier budget, lorsque vous étiez au pouvoir, 1 million de dollars de plus dans le financement des télévisions communautaires. Vous n'êtes plus au pouvoir, la balle est dans le camp du Parti québécois. Mais si jamais, on sait, c'est un gouvernement minoritaire, ça risque d'aller en élection d'ici un an et demi. Si vous revenez au pouvoir et que vous êtes chef du Parti libéral, la philosophie de régler le problème de financement des télévisions communautaires, est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous tient à cœur? On a 25 000 par année de revenus pour financer 52 semaines de production. Nos besoins ont été évalués par la Fédération des télévisions. Ça ne fait pas cher de l'heure? Ça fait pas cher de l'heure. Et si on pense aux radios communautaires qui ont 50 000 versus 25 000 pour les télés communautaires, on est un peu les enfants pauvres de l'entreprise d'économie sociale qu'on est en réalité. C'est toujours dans votre philosophie, j'imagine, de continuer à nous aider? La réponse est oui. Moi, je crois à l'économie sociale de façon générale, parce que ça peut, y compris dans le domaine de la santé, nous aider de façon considérable. Mais dans le domaine des médias, on a besoin d'une diversification de sources médiatiques. On a 2 grands empires, entre guillemets, etc. On a besoin de télé communautaires, de radio communautaires, puis même d'hebdo. Comment on peut créer des plateformes technologiques, faire le lien aussi avec les autres médias. Vous aidez à faire ça dans des plateformes ou même les citoyens de Montréal qui veulent savoir ce qui se passe en Gaspésie. Là, c'est compliqué de vous capter. Alors, oui, de vous donner moyen, parce que ça... Il n'y a rien comme la diversité des sources d'information pour que le citoyen se fasse une bonne opinion. M. Bachand, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière et surtout au plaisir de se revoir pour parler d'économie ensemble. Ça fait plaisir. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la portion capsule divertissement avec Jocelyne Covier. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement à l'intérieur de votre émission Reflet d'ici. Toujours avec nous pour animer cette capsule, Mme Jocelyne Covier. Et cette semaine, nous allons, c'est pas la première fois qu'on fait une capsule allant dans ce sens-là, nous allons parler des expressions et surtout de l'origine de ces expressions-là. Comment ils ont vu le jour, ces expressions-là. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Toujours bien, nous autres. Hein? Toujours. Toujours de bonne humeur. Quand la santé est là, tout est là. C'est ça. Donc, tu nous parles de plusieurs expressions cette semaine? Toujours le même principe, c'est que des expressions qu'on utilise tous les jours, et j'essaie de trouver ça vient d'où, qu'est-ce que ça veut dire, puis j'ai appris beaucoup honnêtement en faisant la recherche. J'en doute pas un seul instant, allons-y. Alors, ça commence avec ça fait des lustres. Quand on dit ça fait des lustres, moi je pense tout de suite à un lustre au plafond, mais un lustre, c'est pas ça. Au 17e siècle, un lustre, ça veut dire une période de 5 ans. Donc, quand ça fait des lustres, ça fait plusieurs périodes de 5 ans. Donc, ça change complètement la définition que j'avais de cette expression. Exactement. Je pense que ça arrive souvent qu'on utilise des expressions puis qu'on parle à travers notre chapeau.
Bien, Je ne sais même pas si je l'expression vais la est bonne. trouver la prochaine fois. Ensuite, on a quarantaine, bon, ce qui veut dire mettre quelqu'un en isolement parce qu'il est malade. Donc, au 12e siècle, on appelait la sainte quarantaine le carême de 40 jours. Et c'est de là qu'est venue l'expression. Puis, c'est au 17e siècle qu'on a commencé à utiliser ça pour l'isolement. C'est qu'il y avait beaucoup d'épidémies à l'époque, évidemment, conditions d'hygiène douteuses. Donc, ce qui arrivait, c'est que lorsqu'un bateau étranger arrivait au port et qu'on soupçonnait d'une maladie, on le mettait en quarantaine en mettant un drapeau jaune pour dire aux gens de ne pas approcher pendant 40 jours. Bon. Donc, on s'est rendu compte par la suite que 40 jours, c'était pas couler dans le béton suffisant. pour les microbes ou ils ne s'occupaient pas de ça. Bon. Ensuite, savoir où le bas blesse. On va dire ça si on sait les peines ou les ennuis de quelqu'un. Ça vient d'où? Un bas, c'est un dispositif en bois qu'on va mettre sur un animal, par exemple un âne, pour transporter une cargaison. L'expression, l'origine, c'est que si tu installais mal le bas, ça allait faire des blessures à l'animal. Puis tu allais seulement les voir lorsque tu enlevais le bas parce qu'ils étaient cachés. Et ça rendait l'animal un peu bougonneux ou un peu mélancolique. Donc, c'est de là que vient l'expression. Bon. Ensuite, mettre au rencard. J'ai dit, c'est quoi un rencard? Rencard, bon, évidemment, on parle de jeter quelque chose ou le mettre de côté. Ça vient de la Normandie au 18e siècle. Ça vient du mot récard qui veut dire fumier. Bon. Donc, lorsque vous entendrez l'expression, vous ne penserez plus à la même chose. Non, hein? Ensuite, on a perdre la face. On va dire ça de quelqu'un lorsqu'il est humilié, un sentiment de honte. Ça vient d'où? C'est qu'en Chine, la face, ça ne veut pas dire le visage, ça veut dire le statut social. Donc, lorsqu'on perd la face, on perd un peu notre statut. Dur pour l'orgueil. Dur pour l'orgueil. Ensuite, on a joindre les deux bouts. On va dire ça de quelqu'un qui a de la difficulté à joindre les deux bouts, qui a évidemment des problèmes financiers. Ça vient du 18e siècle. À l'époque, on faisait les récoltes. Puis, on essayait toujours que les récoltes durent jusqu'aux prochaines récoltes, donc jusqu'à l'autre bout. Ça fait penser beaucoup à la réforme d'assurance-emploi qu'on vit actuellement. Hein? Comment est-ce qu'on va faire pour joindre les deux bouts? Exactement, c'est d'actualité. Oui. Il va falloir faire attention pour pas que le bois blesse. Excellent. Ensuite, il y a être au bout du rouleau. Bon, évidemment, quand on est épuisé, fatigué, Quand on ne joint plus les deux bouts. on devient au bout du rouleau. Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une suite. C'est logique. Ensuite, donc c'est ça. Être au bout du rouleau, ça vient du 19e siècle, ça vient des phonographes. Les gens vont voir une image à l'écran. Pour les faire fonctionner, ça fonctionnait avec des espèces de cylindres. Puis lorsque le cylindre et le mécanisme du phonographe devenaient au bout du rouleau du cylindre, ça faisait une espèce de bruit, comme si la machine était en train de briser, que la machine n'était vraiment plus capable, puis elle peinait vraiment là, de faire fonctionner. C'était moins agréable à l'oreille, donc on disait, là, on est au bout du rouleau. Là. Au bout du rouleau, exactement. Bon. Il y avait des pianos aussi qui marchaient comme ça là, dans les films western. Là. Exactement. Ouais. Ensuite, on a devoir une fière chandelle. On dit ça si on a une dette envers quelqu'un, une reconnaissance envers quelqu'un. Ça vient du 18e siècle. À l'époque, c'était obligatoire, lorsqu'on avait une dette de reconnaissance, d'aller brûler une chandelle à l'église, un cierge, en l'honneur de cette personne-là. Ah bon? Oui, c'était obligatoire. On va rester dans les chandelles. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On va dire de quelque chose, ça ne vaut pas la peine. Ça vient du 16e siècle. L'électricité, évidemment, n'existait pas, mais les gens aimaient bien jouer à des jeux de cartes, des jeux de dés. Ce qui se passait, c'est qu'on se réunissait dans une maison, puis il y avait une chandelle qui nous éclairait. Puis la coutume voulait que les gens qui avaient participé au jeu, à la fin, laissaient un petit peu d'argent pour aider à payer la chandelle, parce que c'était un produit de luxe, là. C'était assez dispendieux. Ah oui. Donc, si après le jeu, ça n'avait pas réussi à défrayer le coût de la chandelle, on disait que le jeu n'en valait pas la chandelle. Ah bon? Ensuite, on dit ne pas être sorti de l'auberge. Ça veut dire on n'est pas sorti de nos problèmes puis de nos ennuis. On pense à une auberge, un endroit pour dormir accueillant, mais au 19e siècle, une auberge, c'était une prison. Ah oui? Oui, c'était une prison. C'était le gîte
pour les voleurs. Donc, moi, ça reculait pas plus loin que l'émission Séraphin. Là. On allait prendre un petit coup à l'auberge. Je ne savais pas que ça avait vocation de prison. Moi, ça reculait à l'auberge Chien Noir. Tu vois, c'est encore moins loin que toi. Ensuite, on a avoir un nom à coucher dehors, ce qui veut dire avoir un nom assez difficile à prononcer ou à retenir. Donc ça date du Moyen Âge. C'est que les gens, les étrangers qui arrivaient dans un village, ils voulaient dormir, encore une fois, dans une auberge, mais cette fois-là pour un gîte pour dormir. Ouais. Puis les gens qui tenaient ces gîtes-là, c'était des gens assez méfiants parce qu'il y avait beaucoup de vols, de meurtres et toutes sortes de choses. Donc, on demandait le nom. Puis il fallait que ce soit un nom chrétien. Si tu n'avais pas un nom chrétien, on te soupçonnait, tu étais un étranger. Alors, soit, dans le meilleur des cas, tu dormais dans l'écurie avec les chevaux, ou soit, il fallait que tu continues ton chemin, puis tu dors quelque part dans le fossé. Donc, si je comprends bien, Jean Chrétien, j'avais dormi dehors. Exactement. Il y avait le nom convenable. La suite dans les idées aujourd'hui. Oui, hein? oui, j'en ai dedans. Puis, finalement, on a étendre sa trale au bout du quai. Ça, c'est une expression totalement gaspésienne. C'est une expression que ma grand-mère disait tout le temps, qui voulait dire « je m'en vais me coucher, je m'en vais étendre ma trale au bout du quai ». La trale, c'est une espèce de ligne de pêche avec plusieurs hameçons. Puis, c'est quelque chose, même de plusieurs Gaspésiens, qui n'est pas nécessairement connu. Comme elle venait du bout de Cap-des-Rosiers, puis par là-bas, ça utilisait beaucoup cette expression-là. Puis moi, ça me fait dire aussi que, malheureusement, nos expressions se perdent, parce que c'est souvent nos aînés qui vont perpétuer ces expressions anciennes et colorées gaspésiennes. De là, l'importance de jaser avec eux autres, de noter les expressions qu'ils vont dire. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué de ma grand-mère. Si les gens, ça les intéresse, on a un livre ici, Clin d'œil sur Grande-Rivière. Donc, c'est le livre qui est sorti lors du 150e. Ça parle de l'histoire, de la généalogie. Mais il y a une section aussi là-dedans, c'est une section expression gaspésienne et des mots. Par exemple, je parle de la trale pour pêcher. Bien, c'est de là vient qu'une tralée d'enfants, beaucoup d'enfants. Donc, il y a vraiment un vocabulaire riche, puis vous allez apprendre plusieurs expressions anglicistes qu'on utilise ici qui sont vraiment typiques des Gaspésiens. Puis, je pense que c'est quelque chose que ça vaut la peine de le perpétuer à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est une belle façon d'enrichir notre vocabulaire puis de se donner une signature qui vient de chez nous. Exactement. Parce que c'est une richesse, le parler de nos anciens, de nos grands-parents, des anciennes générations du passé. Donc, c'est quelque chose vraiment... En tout cas, je veux qu'il se perpétue. Puis les gens qui s'intéressent pour le livre, vous pouvez en avoir à l'Hôtel de Ville de Grande-Rivière et à la bibliothèque, la Maison de la Culture de Grande-Rivière. Eh bien, je cède encore une fois une capsule divertissement très intéressante et je crois que ça ne va pas se terminer sur le sujet des expressions. Il y en a tellement, ça risque de revenir dans la saison. Exactement. C'est une source inépuisable là, pour faire des recherches. Ça va se continuer. Bon, bien, merci beaucoup. Puis rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jocelyne, pour ton implication chaque semaine. Maintenant, les images ont été tournées à l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière le 16 novembre dernier, lors de la tournée Aiguise ta matière grise qui s'est arrêtée à l'école Bon Pasteur. Alors, Aiguise ta matière grise est le grand défi Pierre Lavoie. Alors, ce spectacle unique créé par Yannick Bergeron, professeur de chimie au secondaire et créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards, est tout à fait époustouflant. Alors, pendant 1 heure, M. Bergeron en a mis plein la vue aux élèves du Bon Pasteur de Grande-Rivière qui ont fait travailler leurs neurones. Alors voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'édition de Reflets d'ici de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est devenu quelle couleur? Blanc comme du lait. Et le problème, c'est que maintenant, la substance que j'ai à l'intérieur, au lieu d'être gluante, elle est beaucoup plus solide. Elle a changé ses propriétés. Et ce qui est intéressant avec ça, prends-le dans tes mains, bouge pas, ça fait une sorte de glu. Et au bout de 2 jours, ta glu que tu as ici, qui est moelleuse, qui est bizarre, regardez bien, comme une pizza, au bout de 2 jours, elle devient très solide. Et ça, on sert de ça pour faire les assiettes sur les ensembles patios, les rondelles de table de hockey. On va utiliser ceci pour le faire. Alors, ce que tu viens de démontrer, ça, c'est la même chose. Touche-y.
C'est dur, hein? Touche à ça, tout mou. Mais au bout de 48 heures, ça devient dur comme de la roche. Et on peut se servir de ça pour faire toutes sortes d'applications et surtout pour conserver et d'empêcher de répandre le styromousse dans notre environnement. On le recycle. Et là, c'est en train de couler. C'est de l'azote alimentaire qu'on appelle. Donc, c'est un azote qui pourrait pas se manger, mais faire de la nourriture avec ça. On peut faire de la crème glacée. Et tu es en train d'en verser une bonne quantité. On en a à peu près la moitié d'un chaudron. Je vais éteindre ceci. Et maintenant, tout doucement, tu vas m'accompagner sur la table. Viens avec moi. OK. Là, on a quelque chose de dangereux. Et on aime le danger. Un petit peu, j'imagine. Je vais te demander de déposer la chaudière sur ça. 2, 1, c'est parti!